Je vais conclure cette séance par une petite, je dirais, digression ou réflexion sur les restaurations des dents non vitales. Je sais qu'en France, c'est toujours une question un peu hot parce que vous avez la même chose qu'en Suisse d'ailleurs, mais peut-être dans un contexte différent. Vous avez souvent l'habitude de mettre en place des techniques de restauration qui sont excessivement codifiées. Je dirais qu'elles sont même codifiées par la Sécurité sociale, si j'ai bien compris. Ce qui limite un peu le champ d'action et ce qui est probablement, et c'est pas moi d'en juger, mais ce qui est probablement une erreur. Vous avez ici un certain nombre de dents non vitales et que je regarde encore mes diapositives, mais là-dedans, il y en a qu'une seule qui est restaurée, je dirais, d'une façon conventionnelle, et on va discuter un petit peu ce que c'est qu'une technique conventionnelle à mes yeux. Mais de là à vous dire que, et là je viens de voir une magnifique présentation sur l'obturation du collègue Couder, là, mais je ne peux que m'énerver quand je vois qu'on parle d'innéclore ou de ce genre de choses. Encore une fois, c'est un contexte de fonctionnement dans lequel vous êtes qui vous oblige ou qui vous incite à faire ce genre de restauration post-traitement endodontique. Mais vous allez voir, et j'espère que vous allez comprendre que c'est en aucun cas justifié. Parce que si on fait un petit peu le tour des notions qui ont été discutées aujourd'hui, on pourrait déjà se poser la question suivante. En fait, qu'est-ce qui est le premier facteur qui va influencer le pronostic, le fonctionnement d'une dent non vitale, d'une dent traitée endodontiquement? Je dis toujours aux étudiants, on ne fait pas des traitements endodontiques pour remplir des radiographies et puis montrer de la gutta ou quelque chose de blanc qui va au bout de la racine, mais avant même d'entreprendre un traitement endodontique, on doit toujours considérer ou évaluer la structure coronaire, la restaurabilité de la dent. Est-ce qu'on pourra faire quelque chose avec cette dent avant d'imaginer même de la préparer, de désinfecter et de l'obturer? La deuxième chose à laquelle on est confronté de façon aiguë, et ça a été encore rapporté cet après-midi, c'est quels sont les moyens mis en œuvre, quels sont les résultats que l'on peut obtenir dans le contexte de l'antisepsie canalaire. On a parlé des irrigants, on a parlé de l'activation, on a parlé des biofilms, on a moins parlé des dents non infectées parce qu'il y en a aussi. Vous faites souvent ou parfois des traitements endodontiques avec des faux moignons, des inlécors et des couronnes sur des dents qui étaient initialement vitales, donc a priori peu infectées aussi. Mais tout ça, ça va aussi avoir une influence sur la reconstruction. Quelle est la qualité de la désinfection? Quels sont les produits utilisés? Et puis, bien entendu, ça a été aussi évoqué, quelle est la contribution, quelle est l'importance de l'étanchéité? Et l'étanchéité, on en a parlé, elle est à tous les niveaux. Elle commence par l'étanchéité au niveau apical, mais elle doit être absolument maintenue, obtenue et maintenue au niveau coronaire. Alors maintenant, lorsqu'on voit une radiographie ici à droite, qui représente finalement, je dirais, le standard classique de traitement post-endo, c'est-à-dire un ancrage métallique, vous appelez ça un illécor, on appelle ça des faux moignons, mais peu importe, suivi de la mise en place d'une couronne céramo-métallique. On peut la faire toute céramique maintenant, il y a un peu moins de radio-opacité sur la radiographie. Bref, tout ça pour dire que c'est le traitement standard, et en l'occurrence, c'est un traitement standard que moi j'ai réalisé parce que j'ai appris comme ça aussi. C'était la solution et ça reste dans certains cas des solutions. Mais ce genre de construction, eh bien, il est un petit peu critiqué parce que l'assemblage de ces matériaux, l'assemblage des matériaux métalliques, des couronnes céramiques ou céramo-métalliques au sein d'un tissu ou d'une structure dentinaire qui est plus ou moins altérée, en tous les cas modifiée, a un comportement mécanique assez décevant. Alors je sais bien que nombreux sont les facteurs qui risquent de compliquer ou de péjorer le pronostic endodontique, mais c'est clair que la construction ou la reconstruction coronaire qui peut avoir lieu ou qui peut avoir été faite sur ces dents peut avoir des conséquences irrémédiables parce que vous le savez très bien, un foyer de parodontite apicale où ici, et vous reconnaissez la dent qui était en fait présentée là, c'est la même quelques années après, eh bien, ce foyer de parodontite, alors elle n'est pas apicale, elle est latérale, eh bien, il signe bien entendu un problème de fissure radiculaire lié à une concentration de stress. Donc c'est ce
C'est ce qui illustre le schéma qui est ici. Donc les ancrages métalliques rigides ont tendance à concentrer les stress au niveau radiculaire et de favoriser l'extension ou l'ouverture de fissures donc, qui sont découvertes par des fistules, par des symptomatologies, par des problèmes que rapporte le patient et qui malheureusement conduisent à tous les cas, à l'heure actuelle, à une extraction de la dent. Donc déjà partant de là, on peut se dire est-ce que c'est vraiment judicieux à l'ère des collages, à l'ère des résines, de continuer à utiliser ce genre de système, de continuer à mettre en œuvre ces principes de rétention mécanique, de friction d'un tenon, d'un inlay core ou d'une couronne sur une racine traitée endodontiquement. Il est clair aussi que le problème devient encore plus aigu lorsque l'on va charger ou surcharger ces éléments non vitaux. Et bien entendu, il n'y a pas besoin d'en parler plus longtemps que ça. Ce ne sont pas des choses qui sortent de laboratoire ou d'extrapolation scientifique, ce sont des constatations cliniques. L'assemblage, la création de ce bridge, de ce pont entre cette prémolaire et cette molaire pour le remplacement de la 6 a mal vécu au cours du temps et bien entendu on ne pourra pas nier ou occulter le fait que cette reconstruction avait été faite sur une dent probablement fragilisée, prémolaire, probablement mal restaurée, ancrage métallique et sûrement à tous les coups surchargée par cette reconstitution qui inclut trois éléments ensemble. Alors bien entendu, les fabricants ont sauté sur cette théorie, et en l'occurrence, elle est défendable scientifiquement. Si vous demandez à un fabricant de tenon fibré pourquoi son tenon est bon, parce qu'il va vous dire tout de suite « Ah, mais mon tenon a les mêmes propriétés élastiques, donc on parle du module d'élasticité que la dentine humaine. » Et il va vous sortir très fièrement un tableau ou des chiffres disant qu'il est de l'ordre de 17, 18, 20 gigapascal. Donc c'est la mesure qui est utilisée pour ce genre de choses, sachant que les textbooks ou les livres nous décrivent des valeurs qui sont dans ces gammes-là, mais que aussi la dentine n'est absolument pas un tissu homogène et que dépendant de la localisation, dépendant de l'âge, dépendant de l'axe du test, dépendant de plein de choses, de l'humidité, de la calcification, eh bien les valeurs d'élasticité ou de minéralisation de la dentine seront différentes. Alors bien entendu, ils ne vont pas varier de 0 à 100, 100 étant en gros le module d'élasticité d'un tenon métallique, 17 étant la valeur du module d'élasticité de la dentine, mais on peut observer des variations. Vous savez également que la dentine, par exemple, contient la dentine péricanalaire, celle qui est autour des tubules dentinaires, qui est beaucoup plus calcifiée que la dentine intertubulaire. Donc voilà, on a plein de variations là-dedans et que ces chiffres sont loin d'être les vecteurs de la vérité ou les éléments de réponse aux surcharges, aux problèmes. Bien entendu, c'est évident aussi que lorsqu'on associe des matériaux qui se ressemblent mieux, tenon fibré et dentine, on peut escompter ou on peut espérer à partir du moment où on arrive à créer un lien entre ce pivot, ce tenon et la structure, et un lien, bien entendu, je fais appel ou je fais référence ici à des matériaux de collage. Lorsqu'on arrive à créer un lien entre les deux, on a une construction qui, a priori, semble plus logique, plus assemblée, plus cohérente en termes d'élasticité et de déformabilité. Ça, les fabricants l'ont bien compris, donc ils nous ont un peu immergés ou submergés de nouveaux tenons transparents, conducteurs de lumière, ici et là. Il y a quelques exemples. On a commencé avec du carbone. C'était l'époque où le carbone avait beaucoup d'applications en Formule 1 notamment. Donc tout à coup, on s'est dit, pourquoi pas les faire en carbone. Alors c'est peut-être pas la plus jolie couleur pour les tissus dentaires, mais on a véhiculé, utilisé les propriétés mécaniques d'une fibre de carbone, en l'occurrence, et qu'on a purement et bêtement transposé dans le domaine médico-dentaire, sans aller plus loin dans la réflexion des choses. On peut aussi constater qu'on a des formes bizarres, parce que ce sont vraiment des éléments qui correspondent toujours philosophiquement à des théories, à des concepts de rétention mécanique. Si vous voulez qu'un tenon tienne dans un tube ou dans une racine, il faut que la divergence des parois soit minimale. Si vous faites 0 degré de divergence, vous n'arrivez pas à rentrer, vous n'arrivez plus à sortir. Si vous faites 10 degrés de divergence, eh bien, ça ne va pas tenir très bien ensemble. Donc, lorsqu'on regarde ces tenons, eh bien, ils ont en gros la même forme
la même forme que les anciens tenons métalliques qui avaient été développés depuis des années. Bien que si, encore une fois, on fait appel à des notions de collage, et c'est dans ce domaine-là qu'on essaye de travailler, puisqu'on transpose ça dans le domaine du collage, on ne devrait pas avoir besoin de ces principes de rétention, parce que le collage devrait être capable d'assurer les mêmes choses. Un autre élément qui est souvent sous-estimé et ni même non discuté, c'est comment associer ici un tenon fibré. Donc on retrouve ici les fibres de verre. C'est une section ici en microscopie électronique d'une racine avec un tenon en fibre de verre sur lequel on a poussé dessus pour voir quelle était la force d'adhésion qui était développée par ce système-là. Et puis lorsqu'on regarde un peu précisément, eh bien on se rend compte que ici au niveau de l'interface dentine, colle, ciment, les choses ont tenu, peut-être par chance, peut-être par habileté, peut-être par choix des matériaux, l'interface a tenu, mais en contrepartie, l'interface entre le tenon et la colle n'a pas tenu. Ce qui veut dire encore une fois que dans ce concept-là, que l'on peut imaginer, et encore une fois, on serait vraiment bien mal à l'aise si aujourd'hui on n'avait pas de matériaux composites pour restaurer des dents vitales, puisque pour l'instant, ces matériaux sont principalement utilisés dans le contexte des restaurations des dents vitales. Donc, si on n'avait pas ces résines-là, on serait vraiment limité en médecine dentaire aujourd'hui, et que la transposition dans le domaine de la dent non vitale est tout à fait plausible, mais que les moyens ou les outils qui ont été développés ou mis sur le marché ne sont pas forcément en adéquation avec nos attentes. Il y a peu, et il n'y a quasiment pas de gens qui vous aient proposé à la fois un système d'ancrage en fibre et la boîte pour les coller en même temps. À vous de vous débrouiller. Prenez celui-ci, prenez celui-là, débrouillez-vous, allez faire ci, allez faire ça. Maintenant, ça commence peut-être un petit peu à changer, mais initialement, ce n'était pas le cas. L'autre chose dont on ne parle jamais, c'est que de facto, cette dent sur laquelle on va se proposer de coller, parce que c'est ce qu'on cherche à faire quand même, eh bien, elle devra être utilisée après les traitements endodontiques, après l'utilisation d'instruments de préparation, après l'utilisation d'irrigants, après l'utilisation de désinfectants, après l'utilisation de pâtes d'obturation, tout un tas de produits chimiques ou de chimie qui pourrait et qui va d'ailleurs altérer, modifier la qualité de la dentine sur laquelle on cherche à coller. Et ça, c'est aussi un élément qui n'est pas pris en considération parce que personne ne veut trop discuter de ces choses-là. Vous avez la colle qui va bien pour la partie coronaire. Mettez-la dans la racine et tout ira bien. On a tout à l'heure parlé de l'époque résilone, de ces résines diméthacrylate d'obturation canalaire qui ne sont en fait que le retour de choses qu'on a déjà connues il y a 30 ans auparavant. Mais bref, c'est un peu cyclique dans notre domaine. L'idée, le concept du monobloc, du collage, tout ça, ça se défend. Et Guillaume Couder en a bien parlé, mais on n'est pas arrivé au bout parce que en aucun cas, on n'a jamais essayé de voir ou d'analyser ou de comprendre quelles étaient les modifications qui étaient survenues au niveau de la dentine canalaire suite au traitement chimique de désinfection qu'on a fait. Les premiers problèmes qu'on peut rencontrer, ce sont des problèmes qui sont liés, je dirais, à la mauvaise utilisation des instruments rotatifs. Et ça, c'est clair que l'endodontie mécanisée a aidé, à favoriser, à peut-être améliorer la qualité de l'endodontie d'une façon générale. On verra ce que vont donner les systèmes de rotation alternés, par exemple, mais lorsqu'on regarde cette radiographie ici, on peut se dire qu'en termes de remplissage, de mise en forme, de ce que vous voulez, on a rempli le contrat, on a fait des choses qui semblent décentes, que malheureusement ce patient se plaint de douleur, et on peut le comprendre, on a une fistule associée à cette dent. Alors on a essayé de reprendre, désobturer, désinfecter, refaire ci, refaire ça, et puis pour finir, il a bien fallu se rendre à l'évidence que le problème de l'inflammation parodontale, qu'elle soit au niveau apical ou latéral, eh bien, le problème de l'inflammation et de la symptomatologie du patient était tout à fait dû à une fissure radiculaire. Parce que lorsqu'on regarde cette dent, donc c'est celle-ci qu'on a extraite, vous voyez ici même le cône de gutta-perca ou le ciment endodontique qui fait son job, comme on dit, il est allé là où il fallait. La seule chose qui s'est passée ici, c'est que probablement l'utilisation un peu expéditive, je dirais, des instruments de préparation mécanisés ont fait que, eh bien, on a inventé, on a créé un nouveau canal
un orifice canalaire qui a été le point de départ d'une fissure qui est gentiment remontée le long de la racine, voire même étendue de l'autre côté. Alors ça, ce sont des dents qui sont déshydratées pour être observées en microscopie électronique et balayage. Donc la déshydratation n'arrange pas les choses. Il ne faut pas non plus noircir le tableau, mais c'est clair et net que la préparation endodontique mécanisée, non maîtrisée, trop vite, trop de torque, trop de ci, trop de là, peut créer des défauts, des fausses routes et des fissures et des altérations mécaniques au niveau de la dentine radiculaire qui seront responsables des échecs endodontiques et de la restauration qui va aller dessus. On lui fait aussi subir des traitements chimiques à cette dentine canalaire et on a vu aujourd'hui, en gros, les grandes familles d'irrigants, de désinfectants qui sont inévitables ou incontournables ou forcément utilisés dans le domaine endodontique. Il y en a principalement deux. Il y a l'hypochlorite de sodium, je crois que c'est clair. Et puis il y a aussi des produits de désinfection intermédiaire. Et en l'occurrence, chez nous en Suisse, on est excessivement limité par le nombre de molécules disponibles et utilisables dans ce contexte. On n'a plus droit, et je dis toujours, on n'a plus droit à la bonne vieille chimie. Alors elle avait ses avantages et ses inconvénients, mais tous les produits phénolés, formolés, camphrés, tout ça c'est interdit sur le marché suisse maintenant. Et en gros, il nous reste l'hypochlorite de sodium, il nous reste l'hydroxyde de calcium, il nous reste la chlorhexidine, le DTA bien entendu aussi. Mais c'est tout, on n'a rien d'autre. Et ce qu'on sait moins bien, c'est que par exemple, l'hydroxyde de calcium qu'on va laisser un certain temps dans un espace canalaire préparé, dans le but d'éliminer ces bactéries qui se développent sous forme de biofilm, dans les tubulis un peu partout, donc on va mettre ces désinfectants. Mais que ces désinfectants entraînent aussi des altérations mécaniques de la dentine canalaire et que dans ces conditions-là, on a modifié le substrat, on a fait quelque chose qui n'est pas pris en considération, qui n'est pas analysé, qui n'est pas contrebalancé par les produits de collage que l'on va vous donner ou vous vendre pour le collage endodontique. Le problème est d'autant plus marqué avec l'hypochlorite de sodium parce que on en veut beaucoup, un grand volume. On veut l'agiter, on veut le renouveler, on veut le véhiculer dans l'espace canalaire parce que, avant tout, c'est lui qui va préparer, je dirais, ou assainir le substrat sur lequel on va construire. Donc, c'est clair que tant que l'infection est là, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais l'hypochlorite de sodium, il va être excessivement efficace. Et puis, il peut aussi, hop là, ça va trop vite, ça. Il peut aussi entraîner des effets délétères dans le sens où probablement et sûrement que la propriété qui fait que l'hypochlorite de sodium est encore l'irrigant endodontique de choix, la propriété, c'est que c'est un matériau, un liquide, un produit chimique qui a une action protéolytique et donc aucun autre n'a à l'heure actuelle. Donc on est obligé de faire avec. Mais maintenant, si vous réfléchissez un petit peu, c'est quoi la dentine? La dentine, c'est un matériau composite qui est composé de différents éléments, qui est composé d'hydroxyapatite, ça c'est les cailloux, ça c'est le minéral. Ces hydroxyapatites, ces cristaux, ils sont assemblés au sein d'un network, d'un réseau de collagène, ça c'est le développement du germe dentaire. Et que lorsque vous trempez de la dentine dans l'hypochlorite, vous allez extraire le collagène. Et qu'en fait, vous allez extraire tout ce qui donne la souplesse, l'élasticité à la dentine, parce que ce sont ces fibres de collagène qui font qu'une dentine, c'est relativement souple. Si vous trempez la dentine, si vous prenez une dent extraite dans vos cabinets, vous la trempez dans l'hypochlorite de sodium pendant une nuit, vous la ressortez le lendemain matin, vous pouvez sans autre, avec votre ongle, gratter à la surface. En principe, c'est du sément qui est là-dessus, mais composition chimique du sément et de la dentine, c'est pas si loin que ça. Vous allez voir que ça part comme de la craie, parce que on a déprotéinisé ce substrat, on n'a plus que la composante minérale là-dedans, la structure est complètement désorganisée, et en termes mécaniques, c'est pas bon. Alors bien entendu, les études sont relativement disparates et contradictoires dans ce domaine-là, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne cherche pas à dire que la dentine trempée dans l'hypochlorite, elle est passée d'une valeur de résistance mécanique de 100 à 0, parce que c'est pas vrai. Mais toutes les propriétés de surface, et la surface, c'est là où on va coller, c'est là où on cherche à coller. La dentine de surface, elle aura complètement changé. Donc déjà, si vous commencez à comprendre que peut-être qu'en éliminant cette couche superficielle altérée, modifiée, peut-être que dans ces conditions-là, on arrive à se remettre dans des situations où le collage est envisageable ou en tous les cas réalisable.
Ça, c'est un graphe qui montre le module d'élasticité. Vous voyez que le traitement et l'hypochlorite, après un certain temps, c'est pas énormément de temps d'ailleurs non plus. Des fois, on lit des articles dans les journaux endodontiques où les gens irriguent pendant des heures. Alors bien entendu, c'est pas ce qu'on fait dans les cabinets privés, mais quand on essaie d'évaluer des idées, on va peut-être dépasser les temps, mais 600 secondes, c'est pas un temps non plus complètement irréel d'utilisation, d'irrigation. C'est beaucoup, mais c'est pas non plus complètement artificiel. Et donc, vous voyez que cette courbe ici, a tendance à descendre de façon significative. Donc, ça veut dire que le matériau se change. On voit ici en microscopie électronique l'aspect de la dentine, comment ça s'est passé. Sachant qu'initialement, cette dentine canalaire, elle était recouverte de ça. Et ça, c'est quoi? C'est de la smear layer, c'est de la boue endodontique. Que d'ailleurs, en restauration dentaire, on travaille. On met de l'acide, on l'élimine, on l'infiltre, on fait quelque chose. On essaie de la gérer, cette présence de débris, de boue, de pollution en surface. En odontie, on ne vous en parle pas. Vous savez qu'il y en a, vous savez qu'on veut l'enlever, mais dans le concept du collage, on ne sait pas ce qu'on fait avec. Et elle est d'autant plus ennuyeuse parce que dans un système fermé, qui est un canal radiculaire, quand vous préparez, que ce soit manuellement ou mécaniquement, tous les débris s'accumulent dedans. Quand vous fraisez une cavité au niveau coronaire, vous avez des sprays qui vont arracher des particules, enlever ces composants hydroxyapatite, collagène qui sont arrachés par la fraise. Ils fichent le camp dehors. Quand vous travaillez dans le canal mécanisé, ça tourne moins vite, mais ça crée les mêmes choses. On coupe des tissus. Mais par contre, ces tissus ils ont tendance à se plaquer, à se compacter dans tous les sens, dans les isthmes, d'où des niches à réinfection et des choses comme ça. Donc, altération chimique de la dentine, altération mécanique de la dentine. L'altération mécanique étant probablement encore plus marquée lorsque l'on va chercher volontairement à éliminer de la structure. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire des préparations canalaires et des conicités zéro et des diamètres zéro, parce qu'on a besoin d'espace pour irriguer, pour désinfecter. Mais de là à transformer un canal qui a une certaine forme, une certaine conicité, je suis plutôt en faveur de quelque chose de conique. C'est un peu dommage après de venir encore avec des instruments pour rechanger la forme, la morphologie de ce canal qui a été préparé, alors peu importe la marque des instruments, mais qui a une forme de préparation. Et puis vous dites, ah oui, mais moi je veux foutre un inlay core là-dessus, donc alors je prends ma grosse fraise ou mon grand fourré et je vais encore transformer la forme, donc enlever la substance, de façon à mettre en place votre ancrage classique. J'aime bien citer cette étude de collègues allemands qui a été publiée dans le Journal of Dental Research il y a un certain nombre d'années, simplement parce qu'elle faisait appel à une technique de mesure qui m'a toujours séduit, que j'ai eu un peu utilisée aussi, qui est l'interférométrie. C'est-à-dire qu'on peut, sans mettre de capteur, sans mettre rien du tout sur une dent, voir comment elle se déforme. Et en gros, l'idée, c'était la suivante. Donc, ils prennent une dent, ils chargent dessus, et puis en appuyant la charge, la dent se déforme. Alors, elle danse pas dans tous les sens comme ça, mais l'idée, c'était de voir quelle était la répercussion de différentes procédures sur la flexibilité, sur le module d'élasticité, sur la déformabilité de la structure dentaire et radiculaire, suite à rien, à une préparation cavité d'accès, à une préparation canalaire ISO 40, 60, 80, 110, un tenon cylindroconique ou un tenon cylindrique. Tout ce que nous enlevons, tout ce que nous modifions au niveau de la structure radiculaire, c'est quelque chose qui est parti, qui ne reviendra pas et qui a affaibli quelque part la structure de la dentine canalaire. L'analogie est vite faite au niveau des restaurations sur les dents vitales, parce que maintenant, on vous parle de minimal invasive therapy, on vous parle de cavité ultra conservatrice, on vous parle de je ne sais quoi. Je ne suis pas là non plus pour prêcher le diable, mais nos objectifs en endodontie sont clairs. Diamètre, conicité, irrigation, obturation, ça, on en a besoin. Sinon, on ne peut pas construire là-dessus. Maintenant, aller faire plus, à quoi ça sert ? Ça sert qu'à prendre des risques parce qu'on perd de la solidité, on perd la rigidité, on prend des risques à rater le fonctionnement de cette dent à long terme. Dans ce contexte-là, on va devoir aussi utiliser des colles, des ciments. Et bien entendu, la cohérence voudrait que l'on utilise avec ces ancrages fibrés ou même métalliques, d'ailleurs c'est pas exclu, c'est pas interdit, des agents de collage qui créent un lien étanche, solide, pérenne,
tout ça, ce sont des vœux un peu pieux, mais c'est ce qu'on cherche, ça serait un peu le cahier des charges, sachant que, bien entendu, on travaille toujours avec les mêmes systèmes, avec la même chimie, avec les mêmes résines, parce que les résines qui sont utilisées pour la construction, la fabrication des résines composites, c'est la même molécule depuis 50 ans. Et cette molécule a le problème de base qui est celui de sa contraction. Et la contraction des résines, elle a été partiellement résolue grâce à deux choses. Premièrement, en augmentant le taux de charge minérale dans la résine, on met beaucoup de charge minérale, ça rend des résines composites solides, qui s'usent peu, je ne vais pas épiloguer là-dessus non plus, mais surtout ça diminue le volume occupé par la résine, donc ça diminue la quantité totale de contraction, de rétraction pendant la polymérisation. Maintenant, si on parle d'un ciment de scellement, c'est impossible, ça serait impossible de pouvoir se dire je vais prendre mon composite tétrique ou Herculite ou je ne sais quoi pour coller un tenon. Pourquoi ? Parce que simplement la viscosité du matériau n'est pas appropriée. Donc pour que ces résines composites soient utilisables dans le contexte d'un scellement, de couronne, de tenon, d'inlay, de ce que vous voulez, eh bien les fabricants ont diminué le taux de charge. En enlevant des charges, la résine devient plus fluide. Ce faisant, elle devient plus contractable et en tous les cas, ses propriétés ou ses risques de retrait à la polymérisation deviennent plus élevés. Il y a un dernier point dans le contexte canalaire qui est celui-ci, et puis je ne sais pas si on va le discuter vraiment en détail, on reviendra peut-être avec des exemples cliniques, parce que j'essaie un peu de vous poser le tableau de l'opération, et après on va avoir des dents, rassurez-vous. C'est la configuration cavitaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, encore une fois, c'est que dans un système canalaire, dans un canal radiculaire, la structure n'a aucune déformabilité. Si vous mettez quelque chose à l'intérieur qui se contracte, ce ne sont pas les parois externes de la racine qui vont se rapprocher l'une de l'autre. Et ça peut vous surprendre, mais en restauration dentaire, c'est ce qui se passe. Parce qu'on ne voit pas à l'œil nu ce qui se passe, mais lorsque vous polymérisez une résine dans une cavité, disons MOD, eh bien vous avez vos deux pointes cuspidiennes qui se rapprochent. Ça se mesure, ça existe. On ne le voit pas cliniquement, mais on parle de dizaines de microns, de choses comme ça. Ça se relaxe aussi par la suite, par absorption d'eau. Donc ces phénomènes, ils existent. Donc, et puis n'oubliez pas aussi une chose, c'est qu'au niveau coronaire, vous faites œuvre de plein de subtilités ou de choses pour essayer de compenser ça. On polymérise à travers la cuspide, on polymérise un petit bout, on met la lampe pulsée, machin, je ne sais quoi. Il y a plein de choses qui sont associées à cette problématique-là. Dans le système canalaire, vous prenez la résine la pire, parce que peu de charge, beaucoup de résine. Vous la mettez en bloc dans un canal, parce qu'on ne peut pas la mettre couche par couche. Et puis vous essayez de la faire durcir comme on peut, dans une configuration qui est défavorable, ce qui sous-entend que la résine de collage, elle va forcément se décoller sur une portion du canal. Je n'ai pas dit qu'elle allait se décoller sur tout le canal, mais forcément sur une portion du canal. Il y a aussi une chose qui est sous-jacente à cela, c'est qu'il y a des incompatibilités avec les systèmes, notamment les systèmes adhésifs qui utilisent des primers autour dansants. Donc l'acidité ambiante, le non-rinçage fait qu'on va inhiber la polymérisation potentielle des ciments de scellement, parce que les ciments de scellement, a priori, ce sont des ciments ou des résines de scellement à activation duale, voire chimique, pâte-pâte, que l'on mélange ensemble, qui durcissent, pâte-pâte que l'on active à la lumière, mais quoi qu'il en soit, il y a une réaction chimique qui se fait. Et cette réaction chimique, elle se fait parce que dans ces résines-là, il y a les composants qui s'assemblent, ce sont les amines tertiaires qui permettent de faire les réactions de polymérisation, mais ces agents chimiques, ils sont complètement neutralisés dans le milieu acide. Et ce n'est que récemment, et là je prends l'exemple de ce coffret de chez Dentsply, ce n'est que récemment que les gens qui vendent des résines de scellement ont commencé à associer à leur kit de scellement ça c'est un activateur, c'est simplement qu'on va booster, on va augmenter le taux de réactif pour pallier cette neutralisation qui a lieu ou qui est due à l'acidité ambiante suite à l'application d'un système de conditionnement automordançant, par exemple, dans le canal. Et le dernier point aussi, c'est celui qui concerne le lien, parce que si on s'intéresse aux dégradations, aux qualités, aux propriétés de la dentine canalaire sur les parois, si on s'intéresse à comment gérer les résines de scellement au milieu,
on doit aussi s'intéresser de savoir comment ces résines de scellement vont interférer ou vont se lier avec un tenon. Et ce tenon aussi, il faut le préparer. Il faut le conditionner, il faut le silaniser de façon à ce que la chaîne ici soit respectée. Et en l'occurrence, ce n'est pas souvent le cas. Soit on ne traite pas les tenons, soit on ne dépollue pas la dentine, soit on n'utilise pas d'activateur. Donc, toute cette petite entrée en matière pour vous faire comprendre qu'on a l'habitude de faire des choses, des inlay corps en métal, qui sont plus trop indiqués. On a l'impression de faire bien parce qu'on est parti dans la modernité, les résines, les collages, les tenons, les fibres, mais que là derrière, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas forcément souhaitables, qui ne sont pas forcément nécessaires, qui nous font perdre du temps et qui ne marchent pas forcément mieux que cela. Dans le contexte du collage intracanalaire, on a transposé des principes purement mécanistiques développés dans les années 60, je n'ai pas dit 70, sinon Stéphane va rigoler, à savoir que on a lu des livres qui nous disaient qu'il fallait conserver 3 à 4 mm de bouchon de guttaperca au bout de la racine, de façon à assurer blablabla, l'étanchéité, je ne sais quoi. Donc on a pris ça comme un dogme, et lorsqu'on a mis en place ces ancrages résineux, fibrés, on a fait la même chose. D'abord, on a pris les tenons qui ont la même forme, on n'a pas trop réfléchi ni à la dentine ni au ciment de colmage. Par contre, on a fait des grands trous dedans pour être sûr que ce tenon, il rentre à une distance de je ne sais quoi, qui respecte des valeurs normales, entre guillemets. Et là, il est clair aussi que l'adhésion canalaire, c'est difficile, c'est loin d'être aussi performant que l'adhésion coronaire. Et en gros, si vous voulez un chiffre, des valeurs d'adhésion, c'est-à-dire combien je dois tirer là-dessus pour casser. Au niveau coronaire, si c'est 40, au niveau radiculaire, c'est 15, c'est 10, pas plus que ça. Le même produit, d'accord ? Simplement que le contexte fait que les valeurs chutent en tous les cas de 4, de 3 ou 4 fois. Plus on descend dans un canal, moins ça colle. Là, on peut peut-être y arriver pour différentes raisons, qu'on pourra discuter tout à l'heure sur la base des cas cliniques. On y voit, c'est pas trop profond, la lumière y va, je sais pas, on peut contrôler ça. Plus on descend, moins ça colle. Pour une grande majorité des matériaux, on a des chutes des valeurs qui sont liées à la manipulation, à la configuration, à la structure de la dentine elle-même. Donc, une des réflexions qu'on s'est faites, en tous les cas chez nous à Genève, c'est de se dire à quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'on continue à essayer d'aller foutre en l'air des racines avec un forêt pour essayer de mettre un tenon qu'on n'arrivera de toute façon pas à coller à 3 mm de la région apicale. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas utiliser de tenon, mais si on utilise des tenons, on pourrait réfléchir au fait que si on veut s'assurer que ce tenon fibré moderne fonctionne, qu'on se limite à un ancrage qui va dans les X millimètres. On va venir sur ces notions cliniques un peu plus tard. Ne pas refaire comme on faisait avant, ça ne sert à rien. Voilà en résumé les problèmes qui sont là derrière. Lorsqu'on cherche à mettre un ancrage, on va sacrifier inutilement de la structure radiculaire. La dentine radiculaire canalaire, elle a besoin d'être nettoyée. Et nettoyer, bien entendu, si vous la fraisez, vous l'avez quelque part un peu nettoyée. Alors vous avez recréé des débris, mais l'idée, c'est pas d'aller la couper pour la rendre apte au collage. Si vous voulez vraiment créer du collage intracanalaire, il faut que les tenons, les ancrages en fibre de verre soient préparés. Je vous ai juste parlé d'un tenon à base de fibre de carbone. Si vous êtes un petit peu curieux et que vous regardez ce qu'il y a comme composants dans les tenons qui sont vendus préfabriqués par les fabricants, il y a de tout là-dedans. Il y a de tout, notamment des tenons en fibre de verre, bien entendu, qui sont assemblés avec des matrices résineuses type époxy. Et là, l'époxy, quelque part, c'est pas la résine qui nous plaît, nous, parce que nous, on travaille plutôt avec des résines type, hop là, excusez-moi, ça va un peu vite. On retourne là en derrière. On travaille plutôt avec des résines diméthacrylate. Donc, quelque part, si un fabricant fabrique qui nous met un paquet de fibres de verre assemblées avec des résines diméthacrylate, qui en plus est un peu des radicaux libres en surface qu'on puisse associer avec le ciment de scellement, là, on est dans le bon sens. Là, on est dans quelque chose qui semble cohérent. Si maintenant on vous colle, on vous envoie un tenon où c'est un paquet de fibres qui est figé dans une masse de résine époxy, qui est absolument pas traitable ni assemblage
ni assemblable en français, yes, avec des résines de scellement, on n'a pas gagné parce qu'on aura un tenon plus élastique, coincé dans un paquet de résine, mais qui ne sera pas en tous les cas collé. Les ciments de scellement, les composites de scellement ont des valeurs de contraction beaucoup plus élevées et le facteur est défavorable. La configuration d'un canal, c'est défavorable pour les stress. Le bonding, le collage dans les zones profondes, c'est absolument incertain. Mais il y a tous les gens ici qui commencent à s'énerver, qui me disent « Mais moi, je fais ça tous les jours dans mon cabinet dentaire et je n'ai pas autant de problèmes que vous dites. » Alors c'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la chose suivante, c'est que tous vos tenons, ils sont coincés. Ils sont coincés dans un canal. Et lorsqu'ils sont coincés avec un bon ciment mécaniquement solide, je n'ai pas dit mécaniquement collé, mais j'ai dit mécaniquement solide, comme une résine composite, il y a plus de chances qu'ils tiennent coincés dans le canal que s'il était coincé dans le canal avec un ciment type phosphate de zinc ou polycarboxylate. Donc là encore, on utilise ou on pratique ou on fait des choses avec des expectations, des souhaits. On va coller dans la racine et j'espère que vous avez compris que ce collage est excessivement délicat, incontrôlé et incertain. Donc la philosophie à Genève, et contrairement à ce qu'a dit Ludo, moi je ne suis pas le chef de la resto, mais je m'occupe plutôt de l'endo et éventuellement des restaurations qui vont dessus. La philosophie à Genève, elle est claire, c'est no post. Le post, l'ancrage, c'est quelque chose qui n'est pas une règle, mais c'est quelque chose qui est une exception. J'ai appris comme vous, j'ai fait comme vous, toute dent morte, celle qui bougeait plus, qui avait la patte blanche sur la radio, paf, un clou dedans. Clair, on a tous fait ça. Ah, pop, elle est morte, boum, on lui met un clou. Ben maintenant, non, c'est pas parce qu'elle est morte qu'il faut la clouer. Donc les tenons, les ancrages, ce ne sont pas des règles, mais ce sont des exceptions. Et on va essayer de voir maintenant sur les cas cliniques comment est-ce que l'on peut gérer, utiliser, concevoir toutes ces choses-là, de façon à utiliser les choses nécessaires qui vont contribuer au succès et à la pérennité des dents non vitales. Si vous avez un enfant ou un jeune adulte qui vient dans votre cabinet, qui vient de se casser la gueule sur le bord de la piscine ou je ne sais quoi, qui se tape une nécrose au niveau de son incisive, mais que, disons que la fracture coronaire n'est pas trop importante, vous allez procéder probablement à un traitement canalaire, désinfectation, obturation, mais vous n'allez pas forcément lui mettre une vis, un ancrage ou une couronne. Parce que les cavités simples, les cavités occlusales, les cavités ou les dents dans lesquelles il reste suffisamment de substance, on n'a pas besoin de les passer à la moulinette, de les passer au taille-crayon, de les démolir tout autour pour essayer de leur mettre un chapeau qui tient plus ou moins bien. On peut très bien les restaurer tout en faisant appel à des techniques adhésives, avec bien entendu quelques petites précautions à prendre, notamment première chose, dépolluer la dentine, parce que je vous ai dit que l'hydroxyde de calcium, l'hypochlorite de sodium entraînait des actions défavorables au niveau de la dentine. Il y a 10-15 ans, on a publié des choses en disant qu'un fameux ciment endodontique ne collait plus du tout sur la dentine qui avait été traitée avec l'hypochlorite, qu'on pouvait reverser cet effet avec des agents chimiques, mais l'incompatibilité existe. Donc, on a une couche de surface qui est fragile, inapte au collage, qui peut interférer avec la polymérisation des résines, à nous de gentiment l'éliminer. Alors, gentiment l'éliminer, il y a une solution élégante, et notamment dans ce domaine endodontique, on a tous ces instruments-là. Ce sont des inserts ultrasonores, bien entendu, ils ne servent pas tous à cela. Hein. Celui-là, c'est pour enlever les ancrages métalliques, celui-là, c'est pour chercher les canaux artificiels. Mais là, ces instruments-là, ils peuvent simplement aller un petit peu enlever en superficie cette dentine superficielle qui est polluée sans la fraiser réellement. L'action reste limitée, bien entendu, elle reste limitée à votre contrôle. Si vous appuyez beaucoup, vous allez couper, parce que tous ces instruments, ils coupent. Tous ces instruments, ils peuvent arriver à faire des trous dans les dents, hein, si vous cherchez à les faire. Maintenant, si vous voulez gérer comme il faut, eh bien, vous allez arriver à faire ce qu'il faut avec ça. Donc, on dépollue, on prend soin aussi de mettre quelque chose au fond, parce que on peut peut-être y retourner. Donc, quelque chose au fond, c'est une couche de protection, restauration directe en composite.
D'autres dents plus délabrées. Ici, celle-là, c'est pareil. Si vous lui mettez une vis, elle se casse. Le jour même où vous mettez un ancrage, elle est cassée en deux. Donc l'idée ici est la suivante. On essaie d'exploiter tout ce qui reste. C'est pas facile. C'est sous gingival. Il y a peu de structure. Et ce qu'on aime bien faire, aussi dans le contexte aussi de l'étanchéité initiale, parce qu'on a parlé de ça, l'échec endodontique, il est infectieux par persistance, mais par réinfection aussi. Toutes les étapes de laboratoire de construction d'une couronne, ce sont toutes... Je ne veux pas embêter Guillaume, mais tout à l'heure, il a dit « Ah ben, j'ai fait l'Inécor en 10 jours. » Et j'ai dit à Stéphane, j'ai dit « Mais pourquoi ces bactéries à Marseille, elles mettent 10 jours à arriver ?» En minutes, elles sont là. En minutes, elles ont recolonisé l'espace canalaire, y compris l'interface gutta-perca, condensée. C'est peut-être plus difficile, mais la migration, la prolifération bactérienne, c'est immédiat. Donc, si on peut fermer tout de suite post-asepsie, parce que c'est ça qui est important, on a désinfecté, poum, on ferme. À l'heure actuelle, ce qu'il y a de mieux pour fermer, en tous les cas en termes d'étanchéité temporaire aussi, parce que ça se dégrade avec le temps, c'est les résines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On obture ici, on met une couche d'adhésion au fond de ces cavités, on colle déjà. Ça a plusieurs avantages. Ça ferme l'espace canalaire. Ça nous permet de repositionner des limites de préparation dans des zones plus accessibles. Ça nous permet de s'assurer que, encore une fois, pendant la phase provisoire, alors c'est moins important avec les dents non vitales, mais vous pouvez obturer ça avec du caramel, c'est pareil, le patient il ne va pas se plaindre, c'est protégé, c'est ça ce que je veux dire. Vous savez très bien que c'est provisoire sur les dents non vitales, notamment les couronnes provisoires à tenon. L'endodontiste a passé 3 heures à faire la désinfection de l'obturation. Le prothésiste arrive derrière, il enlève tout, il fout la vis et les bactéries, elles sont là. Elles sont de nouveau là. Et après, le prothésiste, il vous rappelle et vous dit, dites, vous n'êtes pas foutu de faire l'endo comme il faut. Regardez, c'est de nouveau infecté. C'est lui qui a ouvert la porte aux bactéries. Donc si on peut fermer, on ferme. On ferme comme ça, on prend une empreinte, des petites empreintes sectorielles. On n'a pas besoin de faire des trucs très sophistiqués. Mordu en haut, en bas, un petit modèle en plâtre. Je ne vais pas faire un cours de prothèse non plus, mais outils excessivement séduisants pour ce genre d'approche, c'est des techniques 4CAM, notamment le CEREC. Nous, on utilise ça à Genève. Précision extraordinaire, beaucoup d'avantages à faire ça. Empreinte optique, ainsi de suite. Mais les techniciens, ils font ça très bien aussi. On renvoie ces éléments, on va les sceller comment? Et puis on va les sceller avec des composites d'obturation. Vous allez me dire comment vous faites. On fait 2 choses. Premièrement, on les réchauffe un peu, on ne les sort pas du frigo direct, parce que c'est vrai qu'ils sont très visqueux. Deuxième chose, on les met en place avec des inserts ultrasonores. Troisième chose, et probablement l'avantage majeur de ce genre de truc, de procédure, c'est que vous gardez le contrôle de la polymérisation. Il faut mettre des filtres, si vous avez des cialytiques, si vous avez des microscopes, vous mettez des filtres jaunes, sinon ça commence par durcir. Mais contrairement à un système de polymérisation duale où vous mélangez une pâte, vous insérez, vous mettez vite votre nylé, puis vous commencez à transpirer parce qu'il y a des excédents d'embrasure, parce qu'il n'est pas à fond, parce que ci, parce que là, relax. On met le composite, on l'a un peu réchauffé, on le vibre, on met en place. S'il n'est pas à fond, on enlève les excès, on lui met un dernier coup. Quand tout va bien, boum, on shoot. On envoie la lampe, on polymérise et tout va bien. Alors, il y a des petites subtilités pour rendre compatible ou réactiver donc cette surface de composite ici. On va la sabler, on va faire 2-3 choses pour essayer d'assurer ce lien et de pérenniser ce lien. OK. Celle-là, tout le monde la connaît parce qu'elle a été publiée dans tous les sens, y compris dans un livre que Stéphane a produit récemment. Les fissures, toutes les dents qui ont eu de l'amalgame, qui ont eu des restaurations profondes ont des fissures. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous n'avez pas d'outil de grossissement ou c'est parce qu'un appareil photo, ça grossit. Ce n'est pas ce qui va nous faire dire, hop, cette dent, elle est foutue. Bien entendu, si la fissure a une extension au niveau parodontal, que la sonde descend, ça, c'est un autre problème. Fissure radiculaire, ça veut dire extraction. Maintenant, les fissures au niveau coronaire, on va transformer cette cavité qui est défavorable parce qu'on a des tissus un peu légers, on a une configuration cavitaire qui n'est pas intéressante. On va aménager ces tissus, on va coller avant, on va fermer ça avec des composites et puis on va faire fabriquer les éléments. Donc là, vous voyez, il y en a 2. On a fait la même chose ici sur la 7. On fait des formes qui sont de convenance, comme l'on dit, et puis on va faire des éléments prothétiques qui seront scellés avec des obturations directes là-dessus, des composites d'obturation, là-dessus. OK. Now, des cas un peu plus chauds, moins de substance, ouais, ça c'est ce que nous on appelle une restauration pré-endodontique, c'est-à-dire qu'on recrée la forme générale de la dent de façon à assurer ce réservoir d'irrigant, assurer la mise en place de la digue, assurer la désinfection temporaire avec les ciments provisoires qui sont ici.
Vous voyez, une prémolaire, vous savez comment c'est, une prémolaire, il y a deux canaux, il y a un isthme entre les deux. C'est gros, c'est large. On va nettoyer ça avec des inserts, soit diamantés, soit ultrasonores, soit acier, je vous les ai montrés. On va créer un espace de quelques millimètres, parce qu'on veut quoi ? On veut accrocher le haut avec le bas. On veut accrocher la racine avec la couronne. On n'a pas besoin d'aller là-bas, chercher. Si on a une hauteur clinique de couronne qui fait en gros 4 mm, 4 pour le moignon, disons, plus la couronne qui va dessus, on se met 4 dedans, on se met 4 dehors, ça va, on a créé ce lien. Surtout si ce lien est construit sur un collège qui est maîtrisé, qui est contrôlé, sur une dentine qui est dépolluée, et quelque chose qui est fiable. Pas quelque chose qui est aléatoire où on a mis un tenon qui, ma foi, qui tient plus ou moins là-dedans. Ok. Mordançage, machin et compagnie. Une chose qui mérite d'être mentionnée parce que c'est intéressant. Vous pouvez acheter des tenons mous. Alors, c'est pas le fait qu'ils soient mous qui est intéressant, mais c'est le fait qu'ils sont malléables, ils sont customisables, ils sont adaptables. Et moi, cette idée, elle me plaît. Je préfère que le tenon ou mon ancrage s'adapte à ma racine, plutôt que moi adapter ma racine pour mettre un truc préfabriqué qui ne va pas dedans. Donc là, on est bien parce que c'est du BGMA, parce qu'on peut réactiver ou activer cette surface. C'est compatible avec les résines de collage. C'est un produit initialement finlandais qui s'appelait Everstick et qui maintenant est commercialisé par GC, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est repris par une major, donc une grosse compagnie qui commercialise ça. Donc voilà, dans un canal très large, vous pouvez customiser, préparer votre tenon. On en met 4 mm dedans, 4 mm dehors, on fait un corps et tout va bien. Ok, voilà le cas de figure ici, donc un peu des fibres. On peut même les faire rentrer dans l'autre canal, si vous voulez, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Donc là, on a fait un faux moignon classique et puis une couronne céramique là-dessus. Prenez, si vous faites ce genre de choses, l'habitude de visualiser vos radiographies. Donc les post Everstick, là, ils sont non radio-opaques, hein, donc il faut savoir qu'ils sont là. C'est pas un vide dans l'ancrage radiculaire, mais simplement, ce sont des fibres de verre et des résines métacrylates. Il n'y a pas d'agent radiopacifiant. Des cas encore un peu plus olé, dirons-nous, parce que là, voilà ce qui nous reste. Et je vous fais remarquer aussi que ça, c'est déjà du composite. Donc, on a comblé les box ici et ici en composite. Lorsque je passais un peu vite, mais là, les cuspides étaient excessivement sous-minés, il y avait peu de tissu, problème esthétique, de coloration. Voilà ce qui nous reste. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? On prend le forêt Largo de 28. Je ne sais pas s'il existe ce gros-là, mais il doit bien exister, de façon à forer ce canal pour mettre un ancrage métallique de 28. Non. On va essayer d'exploiter ce qui est à disposition. On va nettoyer, comme on vous l'a dit. On va dépolluer la surface. Et puis là, on peut faire des choses aussi un peu amusantes dans le sens où on conditionne la dentine, primer bond. Et là, on a un problème qu'on pourrait gérer parce que ce canal est excessivement large. Et que si on colle, par exemple, un tenon là-dedans, même si c'est un Everstick, hein, la masse de résine va avoir tendance à se contracter vers le tenon et se décoller des parois. Une des choses qu'on a eu publiées quelques années en arrière, c'est d'essayer de favoriser l'établissement d'une interface de collage solide entre la dentine et la colle. C'est-à-dire que ces petites brosses que vous connaissez parce qu'elles servent à peindre les résines dans les cavités, hein, mais vous pouvez leur couper la tête, les utiliser comme spacer, vous conditionnez vous nettoyez la dentine, vous la conditionnez avec des systèmes adhésifs que vous avez, des total etching ça marche, des self etching ça marche, total etching c'est peut-être mieux, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Vous pouvez remplir cette cavité de flot, mettre vos 2 tiges là-dedans et puis vous les ressortez. Pourquoi ces tiges-là ? Parce qu'elles n'ont pas d'adhérence, d'adhésion entre ça et la résine. Vous les ressortez, voilà ce que vous avez. Vous pouvez préparer une forme de convenance, encore une fois, pour envoyer ça à un laboratoire qui va vous fabriquer, donc par le biais d'une empreinte ou d'une empreinte optique. Qu'est-ce qu'on a changé par rapport à tout à l'heure ? Bien, au lieu d'aller adapter un tenon, on a adapté la racine. Et puis, quelque part, ce collage-là, il est fiable parce qu'il s'est fait sans stress. La contraction de polymérisation, elle s'est faite dans le sens du collage. Elle ne s'est pas faite dans le sens du tenon. Alors, c'est clair, quand on va venir mettre le tenon, après, ça va tirer dessus. Mais on va tirer sur quelque chose de stable. Bref, voilà, un modèle, CEREC, technicien, ce que vous voulez. Et puis, on conditionne, Silan Bonding, on met en place on peut sabler aussi les cavités, donc de façon à les nettoyer.
Conditionner, c'est facile parce que là, c'est juste l'émail. Tout ça, ça peut être conditionné directement avec la résine de liaison, c'est-à-dire le 3e flacon de votre adhésif, pas le primer, on n'a pas besoin. Là, on est dans quelque chose qui est purement hydrophobe. Et puis, on met en place ce composite d'obturation chauffée. Comment on le chauffe? On va acheter un four à 10 000 €. Non, on le met sur le cialétique, ça suffit. Vous le sortez du frigo, vous le mettez sur le cialétique, il a la température qu'il faut au moment où vous voulez l'utiliser. Vous mettez en place. On a tout le temps d'enlever ses excès. Enfin, tout le temps. Ça dépend de la puissance de votre cialétique aussi. Hein. Et puis, à partir du moment où c'est bon, voilà, vous allumez. Bien entendu, les temps de polymérisation sont plus longs. Hein. On va polymériser en gros 4 fois 60 secondes. C'est un peu plus long. Mais ça vous permet de faire les choses. Là aussi, pareil. Vous voyez que ici, l'ancrage avec le renfort aussi dans l'inlay qui est prévu à cet endroit-là. Voilà, pour finir, il y a 3 choses. Si la condition clinique est favorable, que la perte de substance est faible, cavité de classe 1, rien ne vous interdit de faire des restaurations en technique directe de classe 1. Ce n'est pas forcément une couronne. Vous le faites sur les cavités d'accès, sur les incisives centrales, par exemple. On n'a rien inventé ici. Si le contexte est défavorable, et je n'ai pas trop discuté de cela, mais le contexte, c'est plutôt le contexte occlusal. Faites attention à ça. On aime bien les fonctions canines, pas les fonctions de groupe. Il faut que tout ça se discluse dans les mouvements de latéralité. Si vous avez des doutes, vous faites un petit recouvrement avec des overlays, par exemple. Cavité de classe 2, MO ou OD. On peut toujours, dans le contexte favorable, faire des obturations directes. J'ai bien dit directes. Si vous êtes un peu sceptique ou que le contexte occlusal est défavorable, eh bien, vous pouvez faire du recouvrement, donc ce qu'on appelle les onlay ou des endocrowns, vous avez ces termes-là. Vous avez vu ces termes-là. Cavité MOD, là, c'est plus possible de faire des obturations directes. Les tissus dentaires sont trop souples. Là, il faut recouvrir. Donc, overlay ou endocrown, donc endocouronne avec son ancrage intracanalaire sur quelques millimètres. Bien entendu, les couronnes classiques, ça existe toujours. On n'a pas interdit de faire ça. Mais les couronnes, vous pouvez les faire sur des faux moignons, des corps qui peuvent être purement et simplement construits en résine. Ce n'est pas le tenon qui va faire que ça marche ou pas. Le tenon, il fait qu'affaiblir les choses. Et puis, il y a des cas où il faut aussi associer un tenon. Et là, à ce moment-là, à vous de choisir le matériau, la longueur, la technique de mise en place, parce que vous avez quand même besoin d'un lien qui existe. Je pense par exemple aux dents antérieures qui ont des forces de cisaillement un peu plus élevées qu'au niveau postérieur. Et on va s'arrêter là et je vous remercie de votre attention.